si rien ne change, il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Bonjour, je suis ravie d'animer cet atelier consacré à l'image des femmes dans la société, dans les médias et également dans nos inconscients collectifs. Je suis Sophie Dancourt, la fondatrice du média Gépicine avec Simone, et autour de cette table, je vais vous présenter mes invités. Mais auparavant, on va poser un peu le contexte depuis l'article d'une féministe américaine qui s'appelle Susan Sontag, qui a écrit en 1972 dans une revue la question du double standard du vieillissement. C'était la première fois qu'on interrogeait les représentations du vieillissement chez les hommes et chez les femmes. Et en gros, ce qu'elle dit, c'est que chez les hommes, il y a une double représentation du vieillissement. En tout cas, il y a une double représentation de la norme masculine. Il y a l'homme jeune et l'homme vieillissant. Chez la femme, malheureusement, nous n'en avons qu'une, c'est la femme jeune. Et lorsque cette norme est façonnée sous le prisme de la maternité, passer cette utilité sociale, je dirais avec beaucoup de guillemets, c'est la représentation du corps des femmes qui disparaît tout entière. C'est ce que j'appelle moi le syndrome du couvent. Et nous allons en discuter autour de cet atelier qui va être dense, comme vous allez le voir, de la représentation des femmes, de leur corps, dans la société, dans les médias et aussi de notre inconscient collectif. Et pour débuter cet atelier, je vais reprendre une citation qui figure dans le préambule d'une de vos expositions intitulée Peau d'âme, Annie-Laure Bannon, et qui disait que l'invisibilité du féminin est un rite archaïque, une menace pour la paix sociale et une pratique qu'il nous convient d'éradiquer. Vaste programme, on va s'en occuper et du coup cette ambition a toute sa place aujourd'hui aux assises de la parité. L'image des femmes est donc un véritable enjeu de parité. On va discuter avec nos invités. Je vous présente d'abord Annie-Laure Bannon. Vous définissez comme sculptrice forgeron nomade aux prises avec des titans d'acier. Vous êtes une artiste en mouvement, vous avez beaucoup voyagé, bourlingué, de Paris, vous avez été Los Angeles, en Italie, vous avez fait des résidences en Chine, en Afrique du Sud, une halte au pôle Nord aussi, et puis une dizaine d'années à New York avant de revenir à Paris, où vous travaillez aujourd'hui dans votre atelier Quai d'Ivry. Vous rendez hommage au pouvoir, à l'immense pouvoir des femmes et leur façon d'agir sur leur destin et à rendre les possibles, ce qu'on ne pensait pas possible, voilà, à le rendre possible. Vos sculptures provoquent le questionnement, l'émotion aussi, et vous travaillez aussi en étroite relation avec les lieux que vous choisissez, aussi bien sur la Terre que dans l'espace, et cette année sur la Lune. Vous avez notamment, alors je ne vais pas tout dévoiler, mais vous avez travaillé notamment avec une statue qui s'appelle Les Braves et qui est représentée sur la mythique plage d'Omaha Beach. Et vous travaillez notamment avec cette exposition Peau d'âme sur les violences faites aux femmes. Et cette exposition est extrêmement importante puisqu'elle parle du corps des femmes. Ensuite, je salue Vanina Micheli-Reichmann, médecin, psychiatre, psychanalyste. Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste des troubles alimentaires, l'anorexie, la boulimie, des cyberaddictions et des images contemporaines. Vous êtes présidente de l'association de psychanalyse Espace Analytique et vous êtes aussi chercheuse associée à l'université Paris-Cité. Vous êtes autrice d'un formidable bouquin, et je le dis parce que je suis en train de le lire, des nouvelles beautés fatales, et les troubles qui a comme sous-titre les troubles des conduites alimentaires comme pathologie de l'image. C'est publié chez RS, et vous êtes aussi directrice de la collection Le Regard qui bat, cinéma, images et psychanalyse, toujours chez le même éditeur. Et je termine par Catherine Rambert. Bonjour Catherine, vous êtes journaliste, chroniqueuse télé-radio à RMC et pour RMC Story. Et vous êtes aussi l'autrice d'une vingtaine de livres extrêmement intéressants dans la collection Petite Philosophie. Vous êtes conférencière et vous êtes
aussi, et on va en parler beaucoup aujourd'hui ici, membre du bureau et vice-présidente de l'association PFDM, qui est l'association pour les femmes dans les médias. Vaste sujet, grande ambition, pour être investi pour plus de femmes dans les médias, et vous êtes également coach professionnel. On va démarrer tout de suite par cette question, je dirais, qui pose le contexte. Pourquoi les enjeux de la représentation des femmes dans la société, c'est aujourd'hui un sujet essentiel. Et peut-être pourquoi, je vais commencer par vous, Vanina, la représentation des femmes participe-t-elle à leur place dans la société ? Alors c'est sûr qu'il y a toujours eu la représentation des femmes, on va dire depuis l'Antiquité, dans l'histoire de l'art. Mais ce que je trouve particulier, c'est pour ça que je parle de pathologie de l'image, c'est qu'au fond, depuis un certain temps, nous sommes envahis par des images retouchées, à la fois dans les magazines, sur les réseaux sociaux, et je crois que ça a conduit à un certain nombre de troubles. C'est pour ça que je travaille sur les troubles des conduites alimentaires, l'anorexie, boulimie, puisque je constate qu'au fond, ces fausses images ont une influence. Alors c'est vrai que je parlais de Platon, par exemple. Depuis Platon, il y a cette différence chez lui, en tout cas, donc ça date quand même, entre une véritable image et une fausse image, ce qu'il appelle l'image simulacre. Donc je pense que c'est très important de réfléchir au type d'image aujourd'hui auquel nous avons affaire. Ouais, c'est d'autant plus important qu'on est dans un contexte extrêmement normé, en tout cas sur le questionnement sur le corps des femmes, il est toujours lié à un certain nombre de prismes. Alors on verra, j'ai parlé de la maternité, mais quand on a préparé ce plateau, Annie-Laure, vous m'avez dit, il y a aussi quelque chose d'intéressant sur la question de la pudeur ou de l'impudeur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Oui, je pense que ça, bon, c'est son domaine, mais moi c'est mon ressenti que effectivement, les femmes, de façon atavique, sont contraintes à la pudeur, à une forme de modestie, et qui nous donne une certaine fausseté dans le sens où, d'un côté, les hommes sont contraints à la virilité, et les femmes sont-elles soumises à la pudeur. Donc, une femme doit être modeste, et donc ne pas être en accord avec ce qu'elle est vraiment, automatiquement, puisqu'elle doit prendre ce rôle et cet habit de modestie, et qu'il y a deux dangers évidents. Un, c'est qu'évidemment, elle ne peut pas être elle-même, donc même dans la société du travail, dans la société contemporaine, elle doit se présenter d'une certaine façon et avoir ce sentiment en elle de ne pas avoir l'ambition, puisqu'elle doit être ataviquement modeste. Et d'un autre côté aussi, il y a notre rôle, si on va dans cette direction-là et on continue avec cette pudeur, on oblige l'autre, qui elle ne l'est pas, on la montre du doigt, parce qu'elle devient impudique automatiquement. Donc il y a on a un double contrat à respecter, c'est d'être nous-mêmes et de ne pas rentrer dans ces codes. Voilà, soyons impudiques s'il le faut. Ouais, c'est un beau slogan, en tout cas un vaste programme politique presque. Catherine Rambert, la question de l'identification, pourquoi elle est si importante et pourquoi c'est un enjeu pas seulement pour les femmes, les jeunes femmes, mais pourquoi ça l'est aussi pour les femmes quand elles avancent dans l'âge et pour les hommes aussi finalement. Moi, je représente une association de femmes de médias. C'est important parce que ce qui ne se voit pas n'existe pas. Et on a repris également on a un slogan qui est celui d'une association avec qui on travaille aussi, qui dit « Pour que les femmes comptent, il faut compter les femmes ». Et je rebondis sur ce que vous disiez sur la contrainte à la modestie. Alors, c'est moins le cas maintenant parce que les nouvelles générations avancent et bougent là-dessus. Mais cette contrainte à la modestie, elle a généré ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Oui. Et elle génère aussi, par exemple, quand il y a des femmes sur un plateau, on parlera, je ne vous assommerai pas de chiffres, je vous rassure, mais comme on fait beaucoup d'études dans la PFDM, elle génère sur les plateaux un phénomène incroyable, c'est que les chaînes commencent à comprendre qu'il faut la parité, bien qu'il y ait eu un grand recul pendant le confinement, je vous en parlerai. On a aujourd'hui en moyenne, en télé, 43% de femmes, c'est une étude du CSA, en plateau, et syndrome de l'imposteur, trop modeste, temps de parole 35%. Donc vous voyez que la représentation des femmes et la prise de parole, elle a encore du chemin à faire. Ah, ça doit venir de nous et ça doit venir aussi des gens qui animent les débats, qui sont à l'antenne et qui doivent donner la parole aux femmes. Et vous avez raison, on a un devoir de prise de parole, de s'imposer. Et quand on parle au présent, maintenant, moi j'ai de plus en plus envie d'en parler au passé, de ce devoir de modestie qui est
qui va devenir bientôt, je l'espère, un vieux souvenir. Mais on n'est pas sorti du combat, vous avez raison. États-Unis et on voit, Oui, ça régresse beaucoup. Oui. On voit bien qu'il y a une régression. Et donc, quand on parle des images, et c'est ce que vous nous avez suggéré, c'est que l'image, et on va redéfinir ce que c'est qu'une image finalement, parce qu'une image, est-ce que c'est la réalité ou une fabrication? Et en tout cas, il y a des plafonds de verre pour les femmes, on les a clairement identifiés. Je ne reviens pas sur les salaires, les problèmes de compétences, les accès aux postes de pouvoir, mais il y a un plafond de verre dont on a parlé, Catherine, qui est très important, c'est le vieillissement des femmes. Et c'est un plafond de verre sur la représentation des femmes qui vieillissent. Est-ce que dans les médias, il y a des femmes qui ont réussi à briser ce plafond de verre en prenant de l'âge. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Quand on parle des comédiennes aussi, on nous disait toujours « Ah mais si, des comédiennes de plus de 50 ans, on en a plein, on a Isabelle Huppert. Oui. » Et puis derrière, on n'arrivait pas à faire la main en entier. Donc est-ce que c'est le même syndrome chez les femmes qui vieillissent dans les médias? Alors en effet, il y en a quelques-unes qui ont passé la cinquantaine et qui sont à l'antenne. C'est une toute petite minorité. Je ne ferai pas l'injure de vous le dire, mais c'est du genre du 5%. Quoi, voilà. Donc il y a du travail beaucoup, à faire, absolument. Moi, je dis souvent, parce que je suis une observatrice de la télévision par mon métier aussi, que la vraie égalité, ce sera quand nous aurons, paix à son âme, un Léon Zitrone féminin à l'antenne. Quand on aura un Michel Drucker, 79 ans, qui fait enfin ses adieux. Où est la femme qui a 79 ans? Et moi qui suis intervenante en télé régulièrement, notamment sur RMC Story, on voit débouler sur le plateau des hommes sont complexes, qui ont largement passé à la cinquantaine, qui ont des embonpoints énormes, qui sont mal rasés, qui accessoirement sentent pas très bon, et qui viennent nous raconter les histoires de la vie, nous parler d'économie. Mais je dis, où sont les équivalents physiques, féminins de ces hommes-là? Ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Il y a un devoir d'être belle, d'être jeune. Et ça va être on a plusieurs combats dans PFDM dont je vous parlerai. Un de nos prochains sujets aussi va être cette fameuse représentation de la visibilité des femmes de plus de 50 ans. L'homme triomphant, le mâle triomphant dans la cinquantaine et la soixantaine, il est partout. Zappé sur les chaînes info, il est partout. Au JT, ils sont partout. Les femmes, cherchons-les. Eh bien, c'est le prochain step. Après, vous l'avez dit, chère Sophie, les salaires, la visibilité, l'accès aux postes dirigeants. Voilà, c'est notre prochain combat, je pense. Je pense qu'on est d'accord. C'est bien parce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine convergence d'action, puisqu'il y a l'association de la AFA avec la commission du tunnel des 50 qui travaille et qui a compté aussi la part des femmes de plus de 50 ans, les rôles octroyés, qui ne soient pas ce que l'une des intervenantes et de la même membre de l'association appelle le syndrome de la femme avec le petit chien, c'est-à-dire qui passe dans le champ de la caméra et qu'on a une cinquantenaire là. Et en fait, en comptant, c'est assez désespérant puisque non seulement c'est pas stable, mais ça régresse. Oui. Et puis c'est le syndrome de la femme qui n'est plus un objet forcément désirable, donc du coup, qui reste, voilà. Et bien ça, il faut que ça casse. À 50 ans, on peut être désirable, à 60 ans aussi. Et de toute façon, on ne rentre plus dans ces critères-là. Il faut sortir de ça. Et je pense que c'est une grande liberté, mais ça, on va peut-être en reparler après, puisque finalement, hors des codes et hors des cases, on peut retrouver une liberté totale. Annie-Laure, vous, ce que vous montrez de ces femmes dans votre travail, qu'est-ce que c'est la première intention? Vous montrez le corps des femmes, et sous quel aspect vous souhaitez le montrer? Le plus visible possible. D'abord, et je l'ai fait en général de façon disproportionnée. J'ai fait tout ce travail sur les violences faites aux femmes, donc c'est vrai que je voulais leur donner évidemment une place grandiose, puisqu'elles sont à terre dans ces cas-là. Donc je les ai faites debout, beaucoup plus grandes que nous, dans le sens où il faut lever les yeux. Je pense qu'il y a ce travail en verticalité que j'utilise beaucoup et souvent fait parce qu'il y a une façon de regarder et que le fait de regarder en levant les yeux est une forme déjà dit beaucoup du respect, de la considération et de peut-être d'une forme d'émerveillement. Donc il y a un moment donné où je pensais, j'ai traité ces femmes avec leur corps beaucoup plus grand que l'on l'attend. Et en fait, je n'ai pas voulu y toucher. C'est-à-dire que tout ce qui est autour, dans ces peaux d'âme, tout ce qui est autour de ces corps de femmes, je les ai triturés, traités, c'est tout leur passé, c'est tout ce qui a été massacré par ce qu'elles ont subi. Mais je pense qu'il fallait quand même respecter leur corps pour une fois. Donc j'ai laissé leur corps tout à fait intouché et paisible, enfin si c'est possible. Si c'est possible. Et
Vous avez parlé tout à l'heure de Platon, et je pense que c'est très intéressant dans la question de l'évolution des représentations. Vous parlez de l'image, alors il y a l'image fabriquée, et puis il y a l'évolution de ce qu'on montre, et vous parliez de Twiggy, comment la représentation des corps féminins a évolué. On a les années 70 avec des brindilles, comment ça évolue, puisque finalement aujourd'hui on a une espèce de culte de la minceur et de la maigreur, hein, vous allez peut-être nous en parler. On peut penser qu'il y a plusieurs siècles, on aimait les femmes rondes et les autres avaient l'air malades. Donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette représentation? Je trouve que c'est très intéressant de réfléchir à l'histoire de la beauté, ou du beau en tout cas, hein, puisque on est passé de la notion de la beauté don de Dieu au Moyen-Âge à tous les différents siècles, hein, jusqu'à aujourd'hui, où finalement il y a une espèce d'impératif, hein, d'une beauté un peu fabriquée. Hein. Je pense en particulier à l'ampleur de la chirurgie esthétique chez les 18-35 ans, hein, puisque, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un article dans Le Monde récemment sur le boom de cette chirurgie esthétique. C'est-à-dire il y a 40% d'augmentation chez les 18-35 ans, c'est-à-dire plus que chez les 50-60 dans le monde entier. Donc je pense qu'il y a une manière aujourd'hui il faut déconstruire, enfin moi c'est mon but en tout cas, cette assimilation entre la maigreur et la beauté. Vous parlez de Twiggy, c'est vrai que ce mannequin icône, hein, des années 60 marque une rupture, hein, puisqu'elle est maigre, elle est androgyne, alors que bon, les représentations de cette époque étaient plutôt des femmes normales, en chair, etc., Marilyn Monroe. Et il y a une bascule, hein, qui s'est opérée, et je trouve que c'est intéressant de penser pourquoi cette bascule et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Et cette bascule, vous arrivez à comprendre comment elle se fait, sur quels fondamentaux, parce que finalement, ça pouvait continuer aussi très longtemps. Je pense que la mode joue un rôle aussi important, hein. C'est pour ça que dans mon dernier essai, j'essaie de réfléchir à ce que serait une mode, en tout cas du côté des femmes, hein. Je pense qu'il y a eu des stylistes, qu'il y a encore des stylistes qui sont un peu misogynes, on va dire, hein, quand on a des discours sur, voilà, moi j'aime les femmes qui ont des bassins extrêmement étroits, ou pas tous les hommes stylistes du tout. Il y en a qui les mesurent, hein, aussi. Hein. Il y en a qui les mesurent même. Voilà, il y en a c'est quand même étrange. Et moi, je suis pour que les femmes, justement, prennent leur place à part entière dans l'univers de la mode. Il y en a de plus en plus, mais pas assez, parce que je pense que les femmes sont plus attentives au corps, hein, au mouvement des femmes. Hein. Déjà, Chanel, à son époque, avait enlevé le corset pour que les femmes bougent. Oui, le confort, enfin, aussi. Le confort, et puis le fait d'être dans la vie. Hein, et de même dans la photographie, c'est pour ça que j'aime bien discuter avec les photographes de mode, et Sarah Moon a été une photographe que j'aime beaucoup, parce que justement c'est une photographe qui photographie le mouvement, hein. Et du coup je pense qu'à la fois du côté de la mode et du côté de la photographie, on peut tout à fait inscrire une autre représentation des femmes. Et c'est très précieux. Et c'est ce que vous faites aussi, Catherine. On va présenter un petit document sur ce que fait l'association pour les femmes dans les médias, qu'on va lancer maintenant. Ça ne va pas tarder. Mais en tout cas, notre combat rejoint dans les médias, effectivement, le vôtre. Oui. Nous luttons aussi contre les stéréotypes, contre les représentations trop normées. Oui. Et effectivement, nous avons remarqué, pour aller dans ce que vous dites sur les photographes femmes, etc., que les médias dirigés par des femmes sont les médias qui font le plus de progrès en matière de parité, de représentation des femmes. Vous avez Delphine Ernotte qui dirige France Télévisions, et dans le mandat a été reconduit, qui fait énormément pour la parité, qui a une vigilance extrême à tous les niveaux. Voilà. Et vous avez à Radio France une femme formidable aussi, qui est Sybille Veil, qui elle aussi enclenche des mouvements irréversibles. Je vous donne un petit exemple en attendant que le diaporama soit lancé. Nous avons dans 2 ans, je crois c'est 2 ans, les Jeux Olympiques. Eh bien, il n'y a quasiment pas de femmes qui dirigent les sports en télévision. Eh bien, à Radio France, ils ont nommé une femme responsable des sports, c'est une première, à 2 ans des Jeux Olympiques. Et parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va veiller aux athlètes féminines, ou peut-être avoir une surreprésentation des compétitions féminines, comme on l'a maintenant dans le foot. Et donc, nos combats à des différents niveaux se rejoignent totalement. Voilà, je crois
que c'est Alors, parti. je ne veux pas être très longue. L'association s'appelle PFDM. Elle existe depuis une dizaine d'années. C'est la première association de femmes dirigeantes et influentes des médias. Nous sommes environ 200. Elle est présidée par Laurence Bachmann, qui est directrice générale du groupe Tel France et qui est productrice. Et nous avons donc pour objectif de faire avancer la place des femmes dans les médias, aussi bien à l'antenne que dans les hiérarchies. Nous sommes présentes dans tous les festivals, nous faisons des tables rondes et des conférences. Nous avons aussi une présence dans toutes les rencontres institutionnelles sur la parité. Nous sommes partenaires notamment de ONU Femmes qui fait appel à nous, Women for Future, le Club Presse, le think tank Marie-Claire, les assises de la parité. Et notre secrétaire générale qui est Françoise Marchetti est également membre du HCE, le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Donc nous faisons également signer des chartes. Nous avons fait signer il y a 2 ans la première charte contre le harcèlement dans les médias. On vit une époque assez remarquable depuis l'affaire Weinstein et depuis le hashtag MeToo. Moi je me bénis que l'on vit enfin, qu'on accompagne cette révolution. Et on a fait signer une charte que donc contre le harcèlement, que absolument tous les médias français ont signé. Et on voit quand même que ça fait émerger des affaires, donc ça va dans le bon sens. Et nous avons fait signer également au printemps une charte qui s'appelle Parité mode d'emploi, parce que pour tous les problèmes, pour les chiffres que je vous ai donnés, dont on parlera peut-être, sur la représentation des femmes, ils ont des progrès à faire, eh bien on leur a donné un outil pour les aider à compter les femmes. Voilà, nous faisons également des études sur la place des femmes dans la télévision, dans les séries, etc. avec l'INA. Et puis, nous avons aussi un très ambitieux programme de mentoring qui est initié par une membre du bureau qui est Catherine Chauffeur, directrice générale de Paris Première et Teva. Et nous accompagnons chaque année, c'est la 3e promotion, une vingtaine de jeunes femmes des médias pour les mentorer, pour les aider à conduire leur projet, prendre confiance en elles, etc. etc. Voilà, je ne veux pas être trop longue pour pas vous noyer sous PFDM, mais enfin, on voit bien, qui agit beaucoup et en profondeur. On voit bien qu'il y a un élan. Catherine, vous parliez de MeToo. Qu'est-ce qu'on fait? C'est génial d'avoir des chartes, mais alors qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? Parce que là, les chartes, c'est pas possible. Alors, est-ce que il y a une évolution? Ça joue quand même un rôle, les chartes, parce que les groupes qui ont des réseaux sociaux ont signé, donc on peut après leur dire. Juste pour compléter ce que vous dites, le HCE, le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes, dirigé par Sylvie-Pierre Brossolette, va entamer une action sur les réseaux sociaux pour casser cette image désastreuse des femmes sur les réseaux sociaux. Pardon de vous avoir interrompu. Non, Catherine, c'est une précision importante. Qu'est-ce qu'on fait de ces représentations? Puisque là, du coup, on est quand même dans des images extrêmement fabriquées. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ces représentations-là et comment on arrive à les casser, en tout cas, et pour pas que ça devienne une norme, puisqu'on connaît la viralité des réseaux sociaux, donc ça se démultiplie, je dirais, à une vitesse folle. Oui. Alors évidemment, les réseaux sociaux, il y a des choses intéressantes aussi, mais moi, ce qui me frappe, en tant que clinicienne et philosophe, c'est par exemple une application, comme Instagram, pour ne pas la nommer, où il y a déjà des filtres. Et du coup, dès que l'image est envoyée, elle est filtrée, avec un filtre un peu particulier, parce que on se demande d'ailleurs à quoi ça s'identifie, c'est-à-dire les pommettes. Voilà, qui choisit les filtres, voilà. Toujours le même filtre. Et du coup, les jeunes filles, surtout, après, ont du mal à s'accepter dans la réalité, puisque toutes ces images sont filtrées. Elles s'envoient que des images filtrées. Enfin, les garçons aussi, d'ailleurs, reçoivent. Donc, je pense que là, il faudrait un peu légiférer. Enfin, je ne sais pas de quelle manière, mais ça paraît en tout cas assez compliqué. Et du coup, on a une espèce de duplication extrêmement rapide d'une norme physique qui devient un standard. Absolument. Et cette norme-là, elle engendre des dégâts. Et je pense que c'est ce que vous voyez, j'imagine, dans vos cabinets, Absolument. En termes de troubles alimentaires notamment. Absolument, puisqu'il y a une difficulté pour ces jeunes filles, en tout cas, à s'accepter dans leur corps tel qu'il est, à l'habiter. Or, c'est ça qui est important dans un corps, c'est d'habiter son corps et puis d'être avec les images aussi qui sont celles des parents, et avec cette modification, avec la chirurgie esthétique, tout le monde se ressemble. Donc il y a une espèce de rupture même de la filiation. Donc je pense que c'est vraiment dangereux et effectivement il faudrait faire quelque chose avec ces filtres. et Annie-Laure, est-ce que vous percevez, vous en tant qu'artiste, que la représentation des corps, et en tout cas, est
très différentes entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous percevez cette même norme à l'œuvre dans votre regard, enfin pas le vôtre, mais globalement, est-ce que le regard artistique peut compenser cette différence dans les normes de genre? Alors, je ne sais pas s'il peut le compenser. Moi j'ai un... Alors, justement, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis là-dessus, parce que il y a aussi tout ce système de non-genré dans lequel nous sommes rentrés, qui me paraît important aussi dans le rôle de la femme, parce que quelque part, je me demande si on n'est pas dans un piège où finalement, à force d'aller vers le non-genré pour protéger, on n'est pas en train d'effacer tout simplement l'image de la femme, parce que le non-genré, comme vous disiez, tout le monde se ressemble. Est-ce que le fait que tout le monde se ressemble n'est pas une façon aussi de couvrir les attributs de la femme pour en faire à la fin qui disparaît dans le non-genré? Il me semble que c'est la femme. Mais je me pose la question parce que c'est un ressenti que j'ai. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment on voit la mode qui s'en empare, où il faut cacher de plus en plus le corps des femmes avec des choses de plus en plus amples et grandes. Il y a une intention ou pas? Est-ce qu'il y a une intention? C'est une vraie question très intéressante. Quelque part, il n'y a que la femme qui s'efface dans l'histoire, puisque l'homme a déjà ces formes-là. Nous, on se retrouve peut-être un peu perdus. Et en même temps, je comprends tout à fait l'inquiétude de montrer son corps, parce que vous êtes tout de suite, il y a évidemment immédiatement des réflexions, des dangers, voire des dangers. Mais on va vers une société unisexe, où en fait il y a un sexe qui gagne. Oui, c'est unisexe, ça veut dire que ce sera masculin, donc ça sera masculin pour la femme, ça sera un peu embêtant. Vous avez raison sur le non-genré. Moi, je dis toujours, vous avez bien soulevé en disant que les créateurs de mode sont en majorité des hommes, etc. En général, laissez les femmes se débrouiller, elles se débrouillent très bien toutes seules. Ne cherchez pas à les protéger, etc. Donnez-leur juste les mêmes droits. Moi, c'est ma réponse. C'est ça. Le reste, on s'en accommodera. Après, effectivement, les filtres sur les réseaux sociaux, c'est un souci. Moi, j'ai tendance à dire que c'est une tendance qui est surtout ciblée vers les jeunes. Alors, c'est certainement un problème, c'est votre métier, parce que vous traitez ça. Mais j'ai tendance à dire que, comme toutes les tendances, après, elles peuvent s'estomper dans la maturité. Moi, il se trouve que j'enseigne dans une école d'enseignement supérieur à des jeunes gens qui ont autour de 22, 23 ans, donc ils sont bac plus 4 ou 5. Voilà, ils ont dépassé ça, même si à une époque, ils étaient. Alors, après, il y a des jeunes femmes qui se font opérer, sont des modèles d'influenceuses, voilà, plus ou moins j'allais dire, voilà, prégnant. Mais il y a aussi, moi je fais confiance aussi à l'énergie du bon sens. Vous avez aussi beaucoup d'influenceuses qui maintenant, qui sont en surpoids, qui l'assument et qui publient. Il y a aussi beaucoup d'un contre-mouvement. Alors c'est moi des influenceuses moins grosses mais très suivies. Il y a un phénomène d'identification. Moi je suis toujours ravie quand je vois un profil atypique apparaître sur les réseaux sociaux, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on disait au début, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Mais bien sûr. Et donc ça permet de casser ça. Après, je crois que s'il y a une uniformisation de la société, mais il faudra qu'on se batte, hein, le combat n'est pas fini, mais c'est pas grave, on est entraîné maintenant, on est au taquet, donc ça continue. Et je pense que c'est notre moment. Et je pense qu'on va vers un mouvement, je dis ça alors qu'on a appris il y a quelques jours que la Cour suprême américaine avait cassé le droit de l'IVG, enfin bref, ok, mais c'est quand même le moment des femmes. C'est-à-dire qu'ils ont là voté une loi, mais ils ont perdu le sens de l'histoire, nous fera gagner. Mais il faut pas baisser les armes, il ne faut pas baisser la vigilance, et il ne faut rien céder. Et lorsqu'il y a dans certaines affaires de harcèlement, ce qu'on appelle, vous savez, des hommes qui ont été faussement accusés, machin, tout, nous menons une guerre. Et dans les guerres, malheureusement, il y a des victimes collatérales. Nous avons été tellement longtemps des victimes collatérales que parfois, eh bien, désolé, un coup est parti, si vous n'étiez pas la bonne, tant pis. Donc, il faut aussi assumer avec bienveillance, mais fermeté ça, parce que eux, les hommes, pendant longtemps, l'ont assumé sans aucun complexe. Donc, peut-être me trouvez-vous un petit peu trop cash, mais je pense qu'il faut le faire avec le sourire et fermeté. Nous menons une guerre. De la diffamation, évidemment. Mais vous ne savez pas ce que c'est qu'être en guerre, nous menons une guerre. Et là, depuis quelques années, on se relève. Et j'avais été frappée il y a quelques années sur les réseaux sociaux, quand il y a eu le mouvement #MeToo, balance ton porc en France, l'arrestation de ce fameux producteur, etc. Et donc, il y avait des manifestations en France, partout, les femmes se réveillaient. Moi, ça m'a rendue extrêmement soulagée, parce que j'avais très peur que ce combat du féminisme, parce que maintenant, le féminisme, c'est un gros mot, hein, on peut le dire. Donc, ce combat du féminisme, il soit abandonné par la jeune génération. Et j'étais contente
content de voir toutes les jeunes générations oui. avec leurs copains main dans la main qui se battaient là-dessus. Donc je pense qu'il faut rien lâcher. Et j'étais frappée de voir certains quinquas sur les réseaux sociaux connus, des gens des médias, parce que j'en vois beaucoup, qui disaient bon, c'est bon, ça va, on a compris maintenant. Ah ben oui. Ah non, je crois que vous n'avez pas encore compris que ça va durer encore un petit moment. Ce n'est que le début. Et d'ailleurs, justement, ce que dit Catherine, moi je trouve qu'il y a un côté très optimiste par rapport aux réseaux sociaux. Et je parle spécifiquement d'Instagram, qui est vraiment le lieu de l'image. C'est qu'on voit tous ces mouvements de body positif, de femmes qui deviennent leurs propres médias et qui se disent voilà, moi je suis comme ça, j'ai 50 ans, j'ai les cheveux blancs, je ne suis pas du tout dans un 34, mais je fais du 46 et ma vie va bien. Et je décorrèle le bonheur de la représentation physique. Et il est peut-être aussi urgent de le faire en matière de compétences. Puisque vous m'avez dit un truc qui m'a fait tilter aussi, quand on a préparé ce plateau, vous m'avez dit aussi que même si les femmes étaient à parité sur le plateau, on ne leur posait pas les mêmes questions. Oui, ça c'est frappant. Et ça, au-delà, ça a des implications beaucoup plus importantes que la stricte parité. Finalement, n'a pas de sens si derrière, on n'a pas la même égalité ou temps de parole ou représentation. Exactement. Alors, mes chiffres sont tellement mal écrits que je ne sais pas si je vais arriver à les relire, mais ça, je suis dessus. Lorsque les hommes et les femmes sont sur un plateau, donc il y a quasiment la parité. Attention, dès qu'il y a un mouvement de crise, c'est Simone de Beauvoir qui l'avait dit, je crois, sur les vigilantes régressions. Pendant le confinement, les femmes avaient disparu des plateaux où c'était des pauvres infirmières qui racontaient que leur vie était bien dure. Mais tous les scientifiques étaient redevenus tous des hommes. Donc, ne baissons jamais la garde. Sur le syndrome de l'imposteur et sur la présence à l'antenne, je vous le dis et je le dis à toutes les femmes qui nous regardent, il y a quelque chose qui a été créé, ça s'appelle les expertes, où on peut s'inscrire et on incite, nous, les chaînes, à aller piocher là-dedans. Vous êtes une experte, eh bien vous le dites et vous allez. Et puis aussi les hommes, quand ils sont invités sur un plateau, ils disent oui. Alors une femme se pose la question, est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que je suis non, allez-y, vous aurez tout un choix quelque chose à dire, ça sera décalé, ça sera le bon message de toute façon. Et en effet, sur un plateau, donc je vous l'ai dit, il y a carrément la parité, 43%, elles prennent que la parole à 35%, mais les sujets les plus importants, eh bien c'est les hommes qui les trustent sur les sujets scientifiques, les sujets d'histoire, les sujets d'actualité, c'est les hommes. Et par contre, les femmes, toujours, elles sont plus prégnantes sur les beaux-arts, la santé, la religion, ce qui prouve qu'elles ne sont pas rancunières. Et voilà, donc il faut là-dessus aussi prendre la parole. Et moi, je me bats aussi. Il m'est arrivé de faire des malaises sur des plateaux télé quand on pose la question. Et puis on commence royalement par les hommes sur une question de fond. Et puis vous, on dit, vous Catherine, oui, et puis concernant la famille, ou je sais pas quoi, non, ça ne m'intéresse pas cette question. Je vais répondre à la question. Donc, il faut faire avec humour, prendre le lead et allez-y. Même quand on ne sait pas, allez-y. Alexa Laroche-Joubert, qui est membre de PFDM et qui était une grande productrice, dit toujours, prenez le poste, prenez la parole, vous saurez faire. Eux, ils se posent la question, nous ne la posons pas non plus. Oui, c'est complètement évident. C'est-à-dire que je pense que les femmes ont un rôle très proactif à jouer. Il faut arrêter, parce que le syndrome de la bonne élève, on pense que comme on a bien bossé, on va venir nous chercher. C'est une erreur fatale. Et je pense que les représentations passent par aussi l'impulsion d'y aller, même si on ne coche pas toutes les cases. Vous l'avez dit, Catherine. Mais dans l'art, c'est pareil. Et voilà, alors c'était ma question pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans l'art? Puisqu'il y a un mouvement que vous connaissez certainement, qui est le mouvement américain des Guerrilla Girls, qui a été compté aussi, et ça va vous plaire Catherine, qui a été compté le nombre d'artistes féminines dans les musées. Alors j'ai plus les chiffres, mais c'était désastreux. C'est désastreux. Alors confirmez-moi, est-ce que ça s'arrange? Non. Ah non, mais ça s'arrange pas. Moi, j'ai souvent, parce que je travaille la sculpture, donc les métaux, donc je fais des choses qui sont en général, comme je vous disais, il faut lever les yeux, donc c'est monumental. Et donc, c'est complexe. Et si c'est complexe, là, vous avez en face de vous des interlocuteurs qui vous disent « Non, mais c'est gentil, si vous faites des fleurs, ça va. Mais si vous mettez 50 tonnes sur une plage et qu'il y a les marées qui rentrent dans la sculpture… » Ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait quand j'ai fait les Braves sur la plage d'Omaha. Je l'ai voulu dans le sable, donc avec les marées, et on n'est pas en Méditerranée. Donc, voilà, si on connaît un tout petit peu la géographie, ce qui n'est pas mon cas, mais là, je l'ai apprise. Et du coup, là, je me suis retrouvée avec des gens en face de moi qui m'expliquaient « Mais enfin, madame… mais comment ça va tenir ? Eh bien, je ne sais pas, on va la poser là, et puis s'il n'y a pas de vent, on verra bien. Voilà, parce que je traite l'humour, comme vous le dites, parce qu'il y a un moment donné, c'est tellement scandaleux de dire comment ça va tenir. Ben, ça va tenir parce qu'on a des ingénieurs, parce que je travaille avec des ingénieurs, parce que j'y ai pensé, figurez-vous, et que je me suis posé la question. C'est fou, c'est bizarre, et d'ailleurs, ça a été très peu au début, c'est une sculpture qui a été vue partout aux États-Unis, partout, ça a fait le tour de la planète.
beaucoup moins en France, je dois dire, au départ, et beaucoup moins dans le monde de l'art en France. Bizarrement, parce qu'on s'attaque à des choses où, pour une femme, c'est... alors, pour un homme, c'est de l'ambition, pour une femme, c'est du culot. Et voilà. Donc, et je rebondis sur ce que vous dites aussi, dans l'art, la représentation des femmes est désastreuse. Dès qu'il y a des biennales, des FIAC, le taux de représentation d'artistes féminines, c'est catastrophique. Et de même qu'on fait aujourd'hui, maintenant, vous savez, on a fait à un moment donné des CV anonymes pour éviter la discrimination, vous savez. Et je me dis, on devrait faire des œuvres anonymes, et je suis sûre que le regard changerait, enfin, je veux dire, non genré, pas mais bien sûr, pour parce ça, que du coup, elle gagnerait en puissance subitement. Mais l'œuvre de la femme est toujours un peu plus faible que celle de l'homme. Et moi, je suis frappée. C'est toujours les mêmes qu'on met. Il n'y a que des œuvres masculines. Et de temps en temps, tiens, c'est une femme. C'est invraisemblable, invraisemblable. D'ailleurs, je me dis peut-être les grottes de Lascaux, ils ont peut-être été peintes par des femmes. On dit toujours que c'est l'homme de Cro-Magnon, mais c'est peut-être la femme qui l'a faite. C'est elle qui était dans les grottes, qui gardait les enfants. C'est nous qui les avons faites, ces œuvres-là. Ils étaient en train d'aller chasser. Mais voilà, donc arrêtons de genrer aussi la représentation dans l'art. Les grottes des femmes de Lascaux, allons-y. On va pouvoir changer les représentations. Est-ce que ce mouvement-là qu'on connaît depuis longtemps sur la norme des corps féminins, est-ce qu'on la voit apparaître, elle a son pendant chez les hommes ? Parce que vous m'avez dit, à un moment donné, on voit des hommes aussi dans les représentations, dans les défilés, avec des normes assez de maigreur, etc. Oui. Alors, évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas du tout la même proportion entre les deux, mais est-ce que les hommes aussi sont soumis à des représentations stéréotypées ? De plus en plus. D'ailleurs, il y a une augmentation des troubles des conduites alimentaires chez les garçons. Et je pense qu'en effet, il y a quelque chose qui est en train de bouger. D'ailleurs, vous voyez bien, il y a 2 lignes maintenant. Il y a la ligne regular et la ligne fit dans beaucoup de marques. Et du coup, on se rend compte qu'eux aussi sont soumis à une pression. Il suffit de regarder les images de mode masculines. Souvent, les mannequins sont assez maigres. Donc, je pense que ce mouvement qui commence va aussi contaminer les garçons et leur représentation. Donc, voilà. Donc on n'est pas à la parité encore, mais... Non, mais c'est très important ce que vous dites, parce que d'où l'intérêt de les associer à ce combat de l'image. C'est-à-dire qu'ils en sont victimes aussi, et il faut qu'eux aussi œuvrent avec les filles pour casser tout ce que vous dites sur ces normes qui les abîment et qui vont les abîmer aussi. Absolument, parce que les images de mode des garçons sont retouchées aussi, donc... C'est pas leur vrai corps, leur vrai visage. Donc je pense qu'il y a aussi... Et la chirurgie esthétique aussi maintenant. Bien sûr. Pour les garçons aussi. Bien sûr. Donc c'est bien de les associer en effet à notre combat. Est-ce que le plus important, ça ne serait pas aujourd'hui, et je pose la question à toutes les trois, le titre de cet atelier, c'était sur l'inconscient aussi collectif. Est-ce que ce n'est pas ça qui est le plus compliqué ? C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a plein de boîtes où on pense qu'on fait bien, et souvent quand on va dans des boîtes, tout le monde nous dit « Oh mais non, on n'a pas de problème, on est super paritaire, on a tant de personnes masculines au board et tant de féminines ». Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience à faire, en tout cas sur les comportements et surtout ce que ça induit ? Est-ce que c'est pas ça le plus compliqué, c'est de déconstruire ces préjugés qui sont parfois très inconscients ? En tout cas, dans les médias, on les déconstruit peu à peu. Dans les boards, il y a des chaînes et des groupes où les boards sont encore très masculins, donc on œuvre pour ça. Et encore une fois, comme je le disais, quand les femmes sont aux manettes, eh bien, ça change. Voilà. Alors, ils sont vigilants quand même. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Ils sont vigilants. Ils font attention à nommer des femmes, etc. Mais encore une fois, vous savez, les hommes sont d'accord en théorie. Oui, bien sûr, on est d'accord, évidemment, c'est pas normal et tout. Bon, ok, il faut laisser la place au board. Il faut laisser vos jetons de présence, votre voiture de fonction, parce que puisque vous êtes d'accord, là, ils sont moins d'accord. Ils sont d'accord, mais quand il faut quitter son chaise soi-même, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où les femmes doivent s'imposer, ne plus s'excuser. J'avais fait une étude sémantique il y a quelques années, alors un travail que je faisais. Les femmes emploient le mot « petit » 8 fois plus que les hommes. Elles ont un petit travail, une petite voiture, elles veulent un petit bisou, elles ont un petit travail très sympa, etc. Ah non, mais il a une grosse voiture, un gros travail, il veut pas un truc. Elles veulent un petit câlin, l'homme il veut un gros câlin. Et nous on s'escompte petit. Donc moi je m'efforce de proscrire le mot petit de ma bouche parce que ça envoie quelque chose. Voilà. Le langage est extrêmement important. Bien sûr. Et je vais peut-être vous demander, alors peut-être il nous reste encore un peu de temps, mais on va être sur la dernière partie. Quelles sont vos pistes concrètes de solutions et sur quoi il
faut agir immédiatement. Vanina, pour vous, l'essentiel est où aujourd'hui dans la représentation? Non, moi je trouve que c'est très intéressant le mouvement body positivity, hein, c'est-à-dire ce qui arrive là justement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire en même temps on a ces filtres qui déforment et en même temps comme si finalement il y en avait un peu assez, quoi. Et donc body positivity, c'est-à-dire accepter son corps tel qu'il est, etc. Et ça, je pense que c'est très important. Il y a même un mouvement de skin positivity, hein, sur la peau, sur toutes ces choses-là. Et je pense que vraiment sur des pistes intéressantes, ça et puis la mode. Hein, oui, vous avez beaucoup évoqué la mode pour changer les codes dans la société. En tout cas, il faut passer par ces fameuses représentations et qui, après, on sait que la société, c'est toujours très lente à bouger. Donc, finalement, on a une espèce de contre-culture, vous diriez, qui se met en place sur les représentations. Absolument. Moi, je trouve qu'on est au début de ça et je pense qu'il faut l'encourager et accompagner ce mouvement qui, je trouve, est très intéressant. Annie-Laure, vos pistes, vos solutions avec votre regard d'artiste, puisque vous avez aussi une influence, les artistes ont une énorme influence. Et je pense qu'aujourd'hui, vous vous démultipliez aussi sur les réseaux. Quelle est l'urgence pour vous pour faire avancer? Pour moi, c'est l'école. Je vais dans les écoles, je vais parler à des enfants le plus petit possible, puisque les biais, ça commence là. Et j'avais vu vous l'avez peut-être vu, cette petite vidéo américaine des enfants qui doivent avoir 5-6 ans et à qui la maîtresse demande d'aller dessiner toute sa classe un astronaute, parce qu'en anglais, il n'y a pas de genre, donc un astronaute, un pompier, un ingénieur, et de leur donner un prénom. Donc ils ont tous dessiné des hommes, et tous dessiner et donner des prénoms masculins, mais des petits. Hein, voilà. Et là-dessus, elle a fait rentrer un firefighter, un pompier, et c'était tout une astronaute. Et les enfants, on voit leur tête, ils sont abasourdis parce qu'ils imaginaient que c'était possible. Donc, à partir du moment où on donne à voir, comme vous le disiez très justement, il faut voir. Mais sinon, maintenant, dans leur tête, ils ont pu associer une femme astronaute, une femme pilote c'était une femme pilote de chasse ou d'avion de chasse. Elle était en tenue, alors évidemment, voilà. Donc là, je pense, ce sont des images qui valent tellement plus de mots. Donc l'éducation, dès la cour de récré, où déjà on n'écarte plus les petites filles on leur donne du ballon et elles se mettent plus autour pour regarder les garçons jouer au foot. Oui, c'est ça. Je ne connaissais pas ces histoires, elle est merveilleuse. Ah, mais il faut voir cette vidéo, je vais vous la faire passer, c'est joyeux. Votre solution, vous, Catherine, on va conclure avec vous. Donc, écoutez, nous, je reviens sur les médias, parce que nous sommes donc une association de femmes de médias. Nous, c'est plus de visibilité, plus de parité dans les médias, plus les petites filles, même les petits garçons, on voit des modèles féminins, puis ils vont se dire ça existe, plus c'est normal. Et non, c'est notre cheval de bataille. Et moi, il m'arrive même, comme je m'occupe des réseaux sociaux de cette association, il m'arrive même de faire des tweets quand je vois à l'antenne un plateau où il y a 4 hommes, une femme dans un coin, je dis bonjour la parité. Et comme ils sont tous en train de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, voilà. Oui, pour finir par donc je pense que le combat, vous avez raison, il commence petit. Et il continue avec le combat que vous menez également. Et il continue également dans les médias et dans ce qui se voit pour envoyer des modèles sociaux. Ce qui ne se voit pas n'existe pas. Et on peut aller aussi dans les écoles de journalisme. Bien sûr, dans l'école de journalisme, il faut aussi y aller. Il faut surtout aussi que les femmes se battent aussi contre le syndrome d'imposteur, parce que dans les médias, notamment dans la presse écrite, il y a un archaïsme encore. Tous les dirigeants sont des hommes, les grands rédacteurs en chef sont des hommes. Et les services économie sont très masculins encore. C'est encore masculin. Alors moi, je suis assez optimiste. On est dans une période où ça bouge, où on ne laisse plus passer ça, où ça bouge, voilà, on est sur un sable mouvant positif. Mais il ne faut rien lâcher et arrêtons de nous excuser d'être là. Prenons la place. Et oui, on va savoir faire. Oui. Et vu l'état où est le monde, je pense qu'on ne pourra pas faire pire. Je pense que ça sera notre mot de conclusion. Je vous remercie infiniment toutes les trois, Vanina, Annie-Laure et Catherine, de votre participation et de l'intérêt de cette discussion avec vous trois. Merci infiniment. Merci à vous. Et bonnes assises de la parité à suivre.